Tu m'entends? Moi je t'entends bien. C'est pas trop fort? C'est pas trop fort, c'est okay. Parfait. C'est okay. parfait. J'ai l'impression d'être déjà dans un épisode. C'est extraordinaire. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et toutes les 2 semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, j'interviewe Alexis Caradet, fondateur de Portrait 2.0. Portrait 2.0 est un service de photographie spécialisé dans le portrait professionnel qui met un point d'honneur à permettre à celle ou celui qui est pris en photo d'enfin avoir une image professionnelle qui lui ressemble vraiment. Alexis nous raconte les 1000 vies qu'il a vécues au travers de Portrait 2.0, du grand mouvement qu'il y a eu du côté de ses associés au rachat de son entreprise par la société Oushot. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont curieux des coulisses d'un tel rachat, Alexis a utilisé une stratégie de négociation franchement inédite. Je ne vous gâche pas la surprise, mais comme aiment le répéter les titres clickbait, cela devrait vous surprendre. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Ravi de t'inviter aujourd'hui au Yaniro Podcast. On prend un petit café ensemble, on est extrêmement bien, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter ton histoire en tant que fondateur de l'entreprise Portrait 2.0. Alors pour pitcher Portrait 2.0, j'en profite parce que pour une fois, c'est un peu plus facile que d'habitude. Vous êtes un service de photographie de portrait professionnel qui a un peu la spécificité de... aider, j'allais dire, la personne qui se fait photographier à aligner son image professionnelle et c'est quelque chose qui lui ressemble aussi. Avec aussi quelque chose qui est quand même non négligeable, l'idée de ça sera irréprochable. Alors pour quelqu'un qui n'est pas photogénique comme moi, ça me fait rêver à fond. Et ce qu'on peut raconter, c'est que vous avez été racheté là, donc assez récemment par Oushot, qui est un autre acteur de la photographie professionnelle pour donc une boîte qui a été créée en 2013. Absolument. Jusqu'ici, j'ai bon. Ok, top. Oui, non, c'est parfait. Au moment du rachat, vous étiez une dizaine de collaborateurs, dont 4 associés. Absolument. Et sur toute cette longue aventure, il y a quand même beaucoup de choses à raconter, beaucoup de spécificités, parce que sans trop trahir la suite de l'histoire, pour faire un peu de teasing, tu as une approche très entrepreneur solo, parce que malgré beaucoup d'associés, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont repartis, et tu as gardé une place très particulière au sein de la boîte. Et on peut dire aussi qu'au moment de la revente du rachat par Oushot, tu as eu une approche assez particulière de la revente dont on parlera, et aussi quelque chose auquel, tu le sais, moi je tiens beaucoup, je trouve ça toujours très intéressant. Vous êtes une boîte qui a vécu sur fonds propres, qui a bootstrappé, comme on dit, parce que donc, même si vous étiez en phase de levée de fonds au moment du rachat, en fait, au final, vous avez très bien vécu sans autre fonds que le rachat qui a permis le développement de la boîte. Absolument, oui, c'est très bien résumé. Et c'est là où je te mets dans l'embarras, parce que je te raconte un petit peu le début et je vais te... ma première interview justement, où justement on m'avait demandé d'écrire un pitch qu'on avait récité, et après j'ai dit de fait à peu près 17 fois dans l'interview. Donc, parce que finalement, de fait je vais très bien. Oui. Et alors du coup, dans tout ce tableau que je peux te dresser, par où tu veux commencer? De quoi tu as envie de parler en premier? Faisons pas forcément du chronologique, on y reviendra de toute façon. Déjà, oui, tu l'as dit, Portrait 2.0, c'était vraiment ça l'est toujours, mais ça a été pendant 5 ans une sacrée aventure. On a vécu énormément de choses. En effet, racheté récemment par Oushot cet été, donc pour une reprise de l'activité en septembre. Oushot qui s'est lancé à peu près en même temps que vous, au final. Absolument, ouais. Même un peu après. En fait, en 2014, seulement, il y a une vraie différence, c'est que chez Oushot, ce sont des experts métiers. En fait, il s'agit en réalité de 3 personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que je n'en aurais jamais dans la photographie, dans le sens où la première, la fondatrice, est une agente photographe depuis plusieurs années. Et qui a été rejoint après par un monstre du marketing qui a travaillé dans le luxe, et un photographe de renom, vraiment une véritable rockstar de la photo, qui a rejoint le projet en tant que directeur artistique. Donc c'est vrai que ils ont une légitimité beaucoup plus forte, et ça fait sens sur le marché de la photographie. Et à contrario, moi j'étais un petit acteur de la photo corporate, et c'est très important de le spécifier, c'est-à-dire que c'est avant tout un métier et un savoir-faire humain, plus qu'un savoir-faire technique, où évidemment on avait une dimension de conseil, où on accompagnait les entreprises, comme tu le disais si bien,
pour faire en sorte qu'elles aient une image en accord avec le message qu'elles souhaitent communiquer. Mais au-delà de ça, techniquement, enfin, on établissait des cahiers des charges, on était très organisé, très processé, un savoir-faire très organisationnel, et avec un peu de technique et un peu de technologie. Mais c'était très léger par rapport au véritable savoir-faire de la photographie qu'on a en tant que photographe chez Wooshot. Voilà. Donc oui, un rachat, absolument. Le sujet est vaste sur Portrait 2.0 parce qu'on est passé par plein de petits événements, plein de petites aventures. Il y en a vraiment eu beaucoup. Ça a commencé avec une rencontre avec Marc, mon premier associé, tu le disais. Entrepreneur solo, c'est vrai que j'étais aussi très très bien entouré par plein de mentors. Mais c'est vrai qu'au tout début, on n'était que deux, Marc et moi, un ami d'enfance. Donc comment ça démarre avec Marc ? Ami en plus d'enfance. Ami d'enfance de l'école Chomel. Avec Marc, c'est très marrant parce qu'en fait, à la base, il faisait de la musique et était venu me voir pour me demander ce que j'en pensais. Et je n'avais trouvé pas ça terrible. J'avais été assez franc avec lui. Il était dans un groupe de musique. Il était dans un groupe de musique, ouais. Mais c'est très objectif. Enfin, c'est difficile, d'être objectif. C'est très subjectif de donner un avis sur la musique d'un de tes potes. Mais il était pas mauvais en photo. Et je dis, non, mais tu devrais creuser. Et, lâche cette guitare, prends cet appareil. Exactement. Mais tu es fondamentalement un artiste et c'est dans ton ADN. Creuse finalement là-dedans. Donc à la base, ça partait d'un conseil. Et il est revenu vers moi plusieurs années plus tard en me disant finalement, je me suis lancé. J'ai fait mes œuvres dans un grand studio parisien. J'ai envie de créer quelque chose autour de la photographie. Et je lui dis, tiens, tu tombes bien, j'ai besoin d'une photo de profil. J'ai besoin d'une photo parce que je dois remettre à jour mon CV. Je finissais un projet entrepreneurial pour finalement débuter une carrière de salarié au sein d'un grand groupe américain. Et je lui dis, là, vous ne le voyez pas, mais il fait un peu la grimace. Oui, absolument. Ça n'avait pas l'air d'être le rêve adolescent. Non, c'était assez vendeur, mais je regrette absolument pas d'avoir monté Portrait 2.0. Et donc, ouais, avant Portrait 2.0, tu étais résigné, entre guillemets, à dire allez, la carrière dans un grand groupe américain. Exactement, etc. il est temps que j'apprenne des plus grands. En fait, c'est vraiment ce que je me suis dit. Ce que j'avais déjà appris énormément avec mon projet Sac à Pluie. Qui est ta première boîte, donc. Exactement. Mais j'avais vraiment envie d'apprendre des plus grands et j'avoue que San Francisco me faisait un peu rêver. Et j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir autre chose. Et au final, pas du tout. Au final, j'ai aidé un de mes meilleurs amis à monter une boîte dans la photographie pour l'aider, entre guillemets, à se lancer. Et en lui disant, tu fais des très belles photos, mais c'est pas un besoin aujourd'hui. En revanche, on a tous besoin d'une bonne photo de profil. En tout cas, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ce sera certainement le cas dans quelques mois, voire quelques années. La notion d'identité numérique était vraiment insignifiante en 2013. On nous disait qu'un selfie sur LinkedIn, ça suffisait, ce qui paraît complètement absurde aujourd'hui. On ne parlait pas du tout d'e-réputation, on ne parlait pas du tout d'e-branding. Et maintenant, c'est devenu classique d'avoir une photo professionnelle sur les réseaux sociaux pour améliorer son e-réputation. Donc c'est génial d'avoir pu participer à ça. Et ça a commencé comme ça. Donc là, il y a un petit peu de storytelling, mais même si je ne doute pas que c'est l'histoire. L'histoire, c'est qu'en fait, tu es parti du talent d'un de tes amis en lui disant, alors oui, mais par contre, ne te trompe pas de combat. L'idée, c'est pas le talent artistique, enfin dans ce qu'on va faire là, c'est pas le talent artistique à tout prix, la créativité au niveau le plus haut, c'est juste que tu tapes dans quelque chose qui va être important dans les prochaines années. Exactement. Et puis c'était surtout le fait de retirer ce côté flou artistique. J'emploie souvent ce terme parce que c'est quelque chose pour moi qui est vachement important. Dans la photo, on parle souvent de flou artistique, dans la photo de flou gaussien. Et en fait, le flou ne permet pas d'identifier les opportunités que tu peux avoir. En fait. Et c'est-à-dire que quand tu es un artiste, et ce qui est le cas de beaucoup d'artistes, en fait, ils se concentrent sur ce qu'ils aiment faire. C'est ce qui compte. Portrait 2.0, ça n'a jamais été l'objectif de faire ce qu'on aimait faire. Ça a toujours été un outil, enfin en tout cas on s'est toujours présenté en tant que tel, d'être un outil pour les photographes pour faire en sorte qu'après ils puissent faire ce dont ils ont envie. Parce que la photo corporate, il faut être très honnête, ça n'excite pas grand monde. C'est pas quelque chose de super funky, sauf pour les photographes qu'on arrivait à sélectionner qui appréciaient passer du temps avec les gens.
Et c'est là où, encore une fois, on se rendait vraiment compte que c'était un métier humain avant d'être un métier technique. Derrière un membre de Comex, il y a un petit cœur qui bat à chaque fois. Exactement. Et ils ont tous envie d'être à l'aise devant un objectif, en fait. Et c'est juste que j'ai été même amené à faire des photos et je me rendais vraiment compte que ce qui faisait la différence sur un portrait, c'était le fait que la personne soit à l'aise. Elle était contente, elle passait un bon moment. 90% du boulot était déjà fait. Et c'est là où c'est cool parce que tu te dis que on est dans une société où il y a beaucoup d'automatisation, d'intelligence artificielle, d'outils qui te permettent d'améliorer considérablement les process. Mais ce rapport humain qu'on a entre guillemets entre deux personnes pendant une séance photo, aussi courte soit-elle, est difficilement remplaçable. Donc ça c'est chouette. Et en fait c'est là où tu dis bon, c'est cool, au moins quoi qu'il arrive sur la techno, je garderai toujours finalement, j'arriverai jamais à vraiment remplacer un portraitiste qui va mettre à l'aise quelqu'un aussi efficacement que possible. Voilà. Bon, alors là, c'est le beau début d'une belle histoire, donc c'est le moment de te mettre une petite pichenette dans les côtes. Oui. Notre ami Marc n'est pas là à l'heure actuelle. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Marc, était un artiste. Donc du coup, comme tout artiste, ça l'a un peu fait chier. Le côté process, le côté orga, le côté production, enfin fondamentalement ça lui plaisait pas. Du coup, il est parti vers d'autres aventures, dont la photographie artistique. Et je me suis retrouvé un peu du jour au lendemain sans associé photographe. Donc j'ai un peu galéré pour trouver un photographe qui le remplacerait. Attends, petit arrêt image déjà, à ce moment-là, quand Marc, vous vous mettez d'accord sur le fait que on va s'arrêter là. Toi, comment tu le vis, très sincèrement, à ce moment-là ? Pas très bien. Pas très bien dans le sens où j'avais un peu le sentiment d'avoir créé ça par amitié pour lui. Et en même temps, je pense aussi que je lui ai pas laissé assez de place. C'est-à-dire que je respirais Portrait 2.0 non-stop, comme tout entrepreneur qui débute un projet. Et je pense que j'ai une grande part de responsabilité aussi dans son départ, dans le sens où, certes, c'était un artiste, certes, il avait sa propre vision de la photographie. Je lui ai peut-être pas laissé assez de place pour que finalement il puisse s'épanouir dans le projet. Et en même temps, je pense qu'il y avait aussi un manque d'envie de faire de la photo corporate, au sens où moi je l'entendais en tant qu'identité numérique, et ce qui m'excitait le plus, c'était de faire tous les portraits photos de tous les cabinets de conseil en France, en Europe et dans le monde. Alors c'est vrai que quand tu dis ça à un photographe, je dis, mais moi je m'en fous complètement. Moi j'ai envie de faire des photos de stars, j'ai envie de faire des photos de groupes de rock. C'est très différent. Voilà. Chacun. Ce qui me vient, alors tu as le droit de trouver que c'est pas juste, parce que c'est toi qui connais la vraie histoire et ce que tu as ressenti, c'est que bon ou pas, c'est pas important, c'est ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu un moment où toi, tu avais peut-être besoin de quelque chose ou envie de quelque chose, d'un projet, d'un truc excitant, saucé un peu par ton ami, son talent, le fait que lui avait envie. T'as pris un peu la vague et tu l'as tellement surfé avec passion que à un moment donné, c'est pas que c'est devenu ta vague, mais t'en as pris la tête, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'y repense un peu et je me dis, quelle était la vraie valeur ajoutée, tu vois, de Portrait 2.0 ? Est-ce que c'était la photo ou est-ce que c'était le conseil ? De quoi est-ce que j'avais vraiment besoin ? J'avais besoin de quelqu'un qui était un technicien hors pair, une rockstar de la technique qui puisse enrichir des cahiers des charges, mais qu'on a défini ensemble et qu'on a conseillé à certains clients. J'avais besoin de ce genre de choses et c'est vrai que c'était très... C'était difficile techniquement, tu vois, de proposer de nouvelles choses sans un directeur artistique. Et pour autant, on s'en est très bien sorti parce qu'on a redoublé d'efforts, on a trouvé d'autres photographes avec qui on travaillait, on a trouvé un nouveau directeur artistique plusieurs mois plus tard. Donc finalement, tu retombes toujours sur tes pas si tu as envie. C'est un peu la conclusion de la chose. Ouais. Et
Ce qui s'est passé, pour la suite de l'histoire, je dis qu'on va faire pas trop chronologique pour une fois. Enfin, j'essaye, je me tente aussi là-dessus, je me teste. C'est que dans l'histoire de ta boîte, il y a une vraie distinction, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même assez rarement le cas, entre fondateur et associé. C'est-à-dire, là, de facto, tu es, que ce soit de manière juridique ou de manière symbolique, le fondateur de Portrait 2.0. Tu étais donc, au moment avant le rachat. Et il y a eu des associés qui sont venus, partis. Alors, tu m'as pas dit le nombre, ton headcount d'associés qui est venu épargner, mais sans rentrer trop dans les détails de chaque histoire, là, maintenant que quelque part, il y a une partie de l'histoire qui a été écrite du début jusqu'à la fin, parce que là, maintenant, c'est un autre chapitre qui s'ouvre. Comment tu analyses ça, le fait que fondamentalement, les associés avaient une place dans ta vie, mais... Alors, c'est vrai que les associés ont pas mal changé. Il y en a une qui n'a jamais changé, d'ailleurs, qui est restée là du début jusqu'à la fin, qui était au début le tampon entre Marc et moi. On avait une troisième associée, Carole, dont le job était de faire en sorte qu'au cas où, qu'on se prépare à ce que ça se passe pas bien. On sait jamais. On a bien fait. Mais au final, elle n'a pas eu d'utilité à ce niveau-là, parce que finalement, ça s'est très bien passé avec Marc, et c'est d'ailleurs Marc qui l'avait choisi. Donc c'était vraiment très important que ça se passe super bien à ce niveau-là. Ça, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Même s'il y a eu un turnover d'associés, ça s'est toujours admirablement bien passé. Je saisis l'opportunité de ta virgule là pour bien spécifier auprès de toi, auprès des gens qui nous écoutent, que l'idée, c'est absolument pas de créer qui est bon, qui est pas bon, est-ce que les associés ont rejoint ou pas rejoint. Moi, c'est pas du tout ça là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, vu que ça s'est passé comme ça, il y a forcément quelque chose qui s'est passé au niveau de la boîte et au niveau de toi. Je suis un petit peu provoque, je vais un cran plus loin. Comme disait Fibre Tigre, qui est un auteur, le point commun entre tous vos échecs, c'est vous. Bonne journée. Je pense que... Là, je fais exprès de te taquiner. Non, bien sûr, tu as raison. Clairement, je pense que la raison pour laquelle on a eu un turnover d'associés techniques, photographes, artistiques, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place, je pense, pour un artiste d'intégrer la boîte. En fait, c'est très difficile le profil du photographe est très particulier. C'est un profil qui est vraiment, vraiment, vraiment spécial, avec toute la richesse que ça représente. Mais c'est vrai que l'association, le salariat, tout ce qui pourrait être perçu comme une opportunité par certains peut devenir une contrainte pour eux. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de métiers artistiques. Beaucoup de métiers d'indépendants. Oui, d'indépendants. Je connais le milieu du coaching, les coachs sont très libres comme l'air en tant que tel. C'est très difficile, à mon avis. Mais je pense qu'il y a plein de modèles qui sont intéressants aussi à creuser, sur le modèle de la coopérative, sur le modèle de l'associatif. Mais c'est vrai que quand tu parles d'entreprise, où il y a des enjeux à la fois financiers, juridiques, stratégiques, on a besoin d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles il y a eu ce petit turnover, c'était qu'il n'y avait pas assez de place pour de l'expression artistique. Voilà, chez Portrait 2.0. Et quelque part, je continue à t'embêter un tout petit peu, mais je sais que tu es OK avec ça. Je regarde sur ton visage à quel point tu me regardes avec un regard de haine. Non, ce qui est intéressant, c'est que la réalité de Portrait 2.0, quelque part, tu es très lucide dessus et relativement vite. Là, je sais que c'est plus facile parce qu'on parle d'une histoire où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais le fait que la valeur ajoutée principale de Portrait 2.0 ne se trouve pas dans l'artistique et pas dans la créativité, et que donc, c'est pas du photographe talentueux dans la dimension artistique que tu recherches, mais une rockstar de la technique, tu le sais assez vite. Comment, du coup, il se fait que la chose se répète quand même ? C'est une extrêmement bonne question. Alors, je comprends assez vite la problématique. Pour autant, je me berce un peu d'illusion en me disant que je vais réussir à trouver quand même un photographe qui va un peu têtu, qui va réussir, entre guillemets, à être la personne rêvée, donc, que je souhaite qui rejoigne le projet.
En fait, je pense que s'il y avait un associé idéal pour Portrait 2.0 à l'époque que j'aurais pu trouver, c'était probablement quelqu'un qui n'était pas photographe, mais qui faisait de la photographie. Je te prends un exemple, un ingénieur photographe. Extraordinaire. J'en ai rencontré un. Je vois que t'as les yeux qui brillent. Ah non, mais je l'ai rencontré, j'étais à waouh! Mais pourquoi est-ce que je t'ai pas rencontré il y a 5 ans? Et je lui ai dit, on était en phase de rachat. Je l'ai rencontré en juin 2018. Donc je peux dire que j'étais mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu es là? Et c'était passionnant, mais en même temps, il y aurait peut-être eu d'autres choses qui seraient arrivées justement avec cette personne, avec ce type de profil, parce que fondamentalement, je le vois encore aujourd'hui, je travaille avec des photographes au jour le jour, ça reste un profil qui est compliqué. J'ai des commerciaux photographes qui connaissent leurs produits à merveille, mais qui restent des photographes, qui ont cette part d'artistes un peu pas maudits, mais qui refoulent entre guillemets leur désir de s'exprimer artistiquement pour aller vendre de la photo corporate à des grands groupes, et qui vont faire de la très belle photo artistique le week-end. Donc je pense qu'il y a toujours un truc à creuser là-dessus, et il y a un modèle économique qui n'a pas été encore trouvé à ce sujet-là. Ouais. Donc ouais, si je résume, mais sois tranquille, hein, c'est quelque chose de très très humain. Quelque part, ce qui a fait se répéter ce schéma-là, c'est l'envie d'y croire, le côté un petit peu têtu de bah non, attends. Ah oui, absolument. Attends, ça marche. Et puis aussi ne pas voir. Hein, ça, je fais un parallèle, j'en profite 2 minutes pour ceux qui nous écoutent notamment. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Ne vous leurrez pas quand vous montez une association, à plus forte raison si on est dans une association de cofondateurs, vous êtes en train de construire un mariage en plusieurs. Donc ça veut dire que si dans la vie sentimentale, en regardant un peu, vous vous rendez compte que vous avez tendance à tomber toujours sur les mêmes personnes, en disant ah tiens, je tombe que sur des gens comme ci comme ça, et puis ça se termine toujours mal. Bah, en vrai, c'est qu'il y a un truc à aller fouiner auprès de vous. Absolument. Dans les fondateurs, c'est un petit peu ça aussi. Et même une fois qu'on a dépassé ça, ça n'enlève pas tout le dur travail qu'il faut pour construire une association solide et un peu durable dans le temps. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Et je pense que tu as tout à fait raison. Alors c'est marrant parce que quand on parle de mariage, on a... Enfin, je suis plein d'entrepreneurs qui me disaient non mais tu vas voir, c'est vachement difficile, machin. C'est un vrai mariage. Et c'est vrai que c'est un terme qui fait peur un peu. Tu vois, enfin, moi je suis pas marié. Et c'est vrai que je me disais non mais c'est si fort que ça. Alors honnêtement, avec mon meilleur ami d'enfance. Facile. Putain, grave. Et en fait, on se connaissait personnellement, pas professionnellement. Donc c'est un mariage professionnel. Je pense que c'est important aussi de rajouter cette dimension. Tu as raison. C'est le côté pro. J'ai rencontré des gens aujourd'hui, depuis que j'ai entamé cette aventure entrepreneuriale, avec qui je me verrais bien me marier professionnellement. Parce qu'il y a une... Il y a une envie, il y a une sorte d'alchimie qui s'est créée assez facilement dans le relationnel que j'ai pu entretenir avec ces personnes. Et c'est vrai que je me dis, ce serait vraiment tellement intéressant de pouvoir partager et de ne pas être entre guillemets seul dans cette aventure. Je pense que ça fait vraiment la différence aussi d'être à plusieurs. Moi, je ne l'ai pas assez bien vécu parce que même si j'avais des associés, j'étais seul à être full-time. Sur la boîte. Donc, et puis de toute façon, symboliquement, tu étais fondateur. Ah oui, donc tu es seul, tu es quelque oui. part dans ta petite tour de petit ivoire, parce que on n'est pas à la défense. Oui. Mais... Non, c'est exactement ça. Mais j'avais la chance d'avoir le mentor. Comment tu l'as vécu, cette relative solitude dans ton projet? Assez bien. J'ai eu, honnêtement, j'étais seul, mais j'étais très bien accompagné. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans toutes les rencontres que j'ai faites. Je pense que ça fait partie aussi des forces sur lesquelles les investisseurs pouvaient compter, les associés pouvaient compter. C'est que j'ai un contact assez facile avec les gens et j'ai la chance
d'avoir fait de belles rencontres assez rapidement dans le projet et d'avoir créé aussi un projet qui est avec un capital sympathie énorme. Tout le monde adorait cette boîte. C'était génial et c'était super flatteur aussi. Portrait 2.0, mais c'est génial, ils ont fait mon portrait, c'est canon. Ah bah tiens, t'as rencontré Alexis, ok, bah je te présente Alexis. Et moi je dis salut, bonjour, je m'appelle Alexis. Et donc il y avait des côtés super sympas et super chouettes avec cette boîte où c'était facile. Après, comment est-ce que j'ai vécu la solitude entre guillemets? J'ai pas eu trop de sujets de pression ou enfin tu vois, c'est-à-dire que je me préparais à être beaucoup plus sous pression. Et en réalité, je trouvais que ça allait. Parce que dès que j'avais une question, dès que j'avais un sujet qui se présentait à moi où j'avais pas forcément la réponse, je passais un coup de fil et j'avais la chance d'avoir quelqu'un au bout du fil qui allait me donner un élément de réponse qui me permettrait d'après de creuser, de confronter différentes sources. Donc j'ai pas eu trop de sujets là-dessus. En revanche, je pense que le vrai problème, entre guillemets, d'être seul, c'est que tu deviens facilement, et ça a été mon cas, le goulot d'étranglement de ta boîte. Et clairement, c'est vraiment très dur de se rendre compte à quel point tu deviens un goulot d'étranglement. Parce que tu manques de recul, évidemment, et tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te dire « Non mais là, fais gaffe, là. Là, tu maîtrises beaucoup trop ton process de A à Z. C'est super, c'est génial, mais tu n'es pas là pour faire de la photo. » Et là, tu dis, oui, mais si je ne la fais pas, là, demain, il n'y a personne pour la faire. Ce qui est arrivé en mai 2016, il n'y avait personne pour faire des photos le lundi. Et je disais, mais je vais devoir faire des photos? Alors, je peux te dire que j'ai appris à faire des photos en 2 jours. J'ai fait des photos le lundi avec un photographe qui était dans la pièce, qui me regardait, qui était prêt à me taper sur le doigt si je faisais les choses pas bien, mais quand j'ai raconté ça à un de mes mentors la semaine suivante, il m'a dit mais là ça va pas. Là il faut un carton jaune. Alexis, là gros carton rouge. Carton rouge. Tu ne reprends plus jamais un appareil dans les mains. C'est hors de question parce que là c'est vraiment le début des problèmes. Mais je fais un tout petit arrêt image là-dessus. C'est là où on voit à quel point c'est clé d'avoir des gens à qui parler et qui peuvent être un peu miroirs. Alors nous, évidemment, on est biaisé coach, mais mentor ou ami entrepreneur, c'est très bien déjà. Parce que le pire, c'est que tu peux tout à fait sortir de cette histoire où tu apprends à faire de la photo en un week-end et où tu réussis parce qu'en plus ça se passe bien et que toi-même tu as un capital sympathie très fort. Tu pourrais tout à fait sortir de là avec ton cerveau qui enregistre deux conclusions qui seront mauvaises pour la boîte. La première, c'est quand même, je suis obligé de faire tout dans cette boîte. Et 2, en vrai, c'est jamais aussi bien que quand je le fais. Enfin, je caricature. Là, je mets des mots dans ta bouche. Et ça, si t'as pas un mentor qui te dit, mais alors, jamais tu penses comme ça, maintenant tu me switches ça, absolument. Toi, tu peux te rester coincé. Oui, absolument. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et surtout, je l'ai vécu et je le reconnais absolument. J'ai été ce profil-là qui va dire, non mais attends, merde, si moi je suis capable de le faire, pourquoi est-ce que tu le fais pas bien? Alors que c'est pas mon métier. Mais je vois absolument zéro objectivité sur ça. Ça a été la même chose avec le développement des sites internet. Au début, tu n'as pas beaucoup de budget, donc tu fais appel à quelqu'un. Machin. Mais l'exemple a été le même. J'ai fait appel à 3 ou 4 agences. Au final, tous les sites internet de Portrait 2.0, c'est moi qui les ai faits. Et c'est catastrophique d'ailleurs que ce soit moi qui les ai faits. Vraiment, hein, c'est un vrai problème de... je te dis, j'ai appris à la fin à ne plus être ce goulot d'étranglement. Et c'est un des meilleurs apprentissages pour moi de cette boîte, c'est d'apprendre à déléguer. Et je me souviens toujours les premiers salariés, quand les premiers salariés sont arrivés, oh là là, j'avais un soulagement. Je disais, non mais c'est génial, en plus je les ai choisis, ils sont canons, je vais pouvoir les former, je vais pouvoir partager cette expérience avec d'autres personnes. Et en plus j'ai eu vachement de chance parce que je suis tombé sur des gens qui étaient canons. Et c'est vrai que j'ai réussi à déléguer à ce moment-là à des gens qui étaient ultra compétents et meilleurs que moi sur plein de sujets. Mais c'est vrai que tu arrives toujours au moment où tu dis, non mais alors ça, tu vois, cette partie-là, j'arrive pas à la déléguer. C'est pas normal que j'arrive pas à déléguer cette partie-là. Et c'est vrai que tu te retrouves, entre guillemets, on rêve tous de ça en tant qu'entrepreneur, se dire, voilà, cette boîte peut tourner sans moi.
C'est vachement important de pouvoir se dire ça. Et c'est vrai qu'à la fin, à la fin de la... Bah même encore aujourd'hui, je pense qu'une fois que j'aurai fini, entre guillemets, la transition suite à la revente, je pourrais me dire, c'est cool, cette boîte fonctionne enfin sans moi. Et c'est vrai que c'est chouette, des fois, de pouvoir se dire ça. Et selon toi, si tu fais un tout petit peu d'introspection, d'où ça te vient ce non naturel, je dirais, à déléguer, le fait que l'état de base qui te vient, c'est d'avoir un petit œil, de regarder, de serrer les boulons, de dire « Ah, le site web, attends, s'il pouvait être comme ci plutôt que comme ça ». Si tu remontes, d'où ça te vient ? L'envie du travail très bien fait, que ça correspond entre guillemets à la vision que je me donne du projet. Mais en même temps, j'avais une vision très précise. J'ai une vision très précise de ce que je veux. Et je suis un peu maniaque. Très difficile avec moi-même. Ce qui fait que je suis encore plus difficile avec parfois les autres. Enfin, je peux paraître difficile en fait, alors qu'en réalité, je suis 10 fois plus difficile envers moi-même. Sauf que ça, les gens s'en doutent pas forcément. Mais c'est vrai que puis j'adore apprendre. Alors ça, c'est horrible, mais je suis super curieux. Et j'ai appris énormément avec Portrait 2.0. C'est une école de formation incroyable, l'entrepreneuriat. J'ai appris à coder, j'ai appris à faire de la finance, j'ai appris à faire du contrôle de gestion, j'ai appris à faire des process, je suis monté en compétences en orga, alors que j'étais une merde en école de commerce. Bon, tu me diras, l'orga en école de commerce, c'est quelque chose. J'ai appris à monter en compétences en termes de management aussi. Mais c'est vrai que là où j'ai le plus appris... c'est clairement sur ce que tu sais faire et ce que tu veux être aussi, quoi. C'est-à-dire que, en effet, le travail sur soi-même que tu as en tant qu'entrepreneur à la fin d'une histoire, d'un projet, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que finalement, je suis à la fin d'une page se tourne finalement sur Portrait 2.0. En fait, c'est cool parce que j'ai créé un projet, c'est très bien, il a très bien marché, je suis très content, j'ai des belles marques, j'ai revendu en plus, c'est génial. Mais après, tu vois, quand je me dis, qu'est-ce que je fais l'année prochaine ? Une partie de moi me dit j'ai envie de reprendre des études. J'ai envie de continuer à apprendre en fait. Et tu vois, c'est vraiment continuer à apprendre, à rencontrer de nouvelles personnes. Alors, après, des copains entrepreneurs me diront mais tu vas pas faire un MBA, tu vas pas reprendre les études, Alexis. Enfin, c'est complètement absurde. T'as déjà fait ton MBA là. Ton MBA il est fait. Et moi je dis non mais j'ai vraiment envie de faire ça à l'étranger, de rencontrer des nouvelles personnes. Non mais tu peux faire ça avec l'entrepreneuriat encore, Alexis, tu vois, tu peux le refaire. Mais laissez-moi, exactement. J'ai une névrose, laissez-moi la gérer. Attends, me lance pas sur ces sujets-là. Attends, tu viens de me sortir un steak bien jeté. Mais c'est vrai que je pense que j'ai vachement appris avec cette boîte et je pense que c'est génial de monter sa boîte. Tu t'apprends tellement, quoi. Si tu m'autorises à... Je ne vais pas rentrer un cran plus loin parce que je ne sais pas du tout comment tu vas réagir, donc on va éviter ça. Mais si tu m'autorises à faire une petite digression sur ce que tu soulèves, parce que c'est très très juste ce que tu dis, et on le voit par petites touches. Moi, j'aimerais proposer de parler un tout petit peu de la notion d'exigence. Et si toi, tu veux rebondir ou interférer, aller plus loin, c'est toi qui choisis, mais moi, je vais faire un petit monologue dans lequel tu peux interférer. L'exigence que les entrepreneurs se mettent, en général, on va partir de celle-là. Ce qui est très 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 important, c'est d'arriver à la regarder avec deux paires de lunettes différentes. La paire de lunettes numéro 1, c'est faut pas se leurrer. Ce truc-là, en général, c'est un truc vaguement névrotique. En général, quand tu remontes quelques crans plus loin dans l'enfance, tu vas trouver pourquoi tu es exigeant avec toi-même. Tu vas trouver des choses sur les parents, sur les profs, sur un moment donné de ta vie où tu étais très très obligé d'être exigeant avec toi-même pour une raison X ou Y. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais je te laisserai partager si tu le souhaites ou pas. Donc ça, c'est intéressant parce que vu que c'est névrotique, par défaut, ce truc-là, il est un petit peu cassé. C'est-à-dire c'est une voix qui date de l'enfance ou de l'adolescence ou d'un petit moment,
qui te disait quelque chose qui avait du sens à l'époque et qui a beaucoup moins de sens maintenant. C'est-à-dire beaucoup moins de sens d'être absolument parfait, une exigence, une voix qui est super dure. En général, c'est assez punitif. Je parle pas forcément de toi en général. Hein. L'autre problème, c'est que si tu la regardes avec une autre paire de lunettes, ce truc-là, c'est un moteur de dingue. C'est un moteur de dingue parce que c'est ce qui fait que tu es un boulimique de l'apprentissage, que tu peux pas passer un week-end sans avoir bouffé 3 bouquins en revenant en disant attendez, je viens de comprendre le marketing, le machin, je sais pas trop quoi. Absolument. On va tout changer. Et pourquoi c'est important de le regarder avec ces deux lunettes? Parce que tu peux considérer le temps de l'entrepreneuriat d'être un peu tendre avec tes propres névroses en disant bon bah voilà, ce truc là il est un peu pété mais il me sert un peu. Là où c'est important de peser le pour et le contre, c'est comme tu l'as dit toi-même, qu'est-ce qui se passe au point de vue de tes collaborateurs? Parce que le niveau d'exigence que tu te mets, non seulement, enfin toi en tant que fondateur en général, je dis ça parce que j'en ai d'autres dans les coachings sur lesquels on travaille là-dessus, il est délirant et il a pas de sens et il n'est pas acceptable pour quelqu'un d'autre que toi. Absolument. Et vu qu'il sort de toute façon, parce qu'on est comme on est, et puis on regarde le monde comme ça, et puis effectivement, ça sort en général de manière faussement douce, on fait ce qu'on peut, tu vois, on dit, attends, ce site, il est orange alors qu'il pourrait être vert, ça serait mieux peut-être, etc. Et donc voilà, je saisis ça pour parler absolument. C'est fou. Il y a qu'un seul entrepreneur, en fait, dans la boîte, quand tu as plein de salariés. C'est vrai que c'est difficile de se le rappeler, de se dire, je ne peux pas demander ça. Alors ça je l'ai vite compris parce que j'ai recruté les bonnes personnes qui me l'ont dit et on fait non mais Alexis c'est toi le fondateur, tu vois, moi je suis salarié, je suis là pour construire ton truc. Exactement, contre de l'argent, absolument et donne-moi beaucoup d'argent et ça, en fait j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai eu des super collaborateurs. Encore une fois c'est vraiment un truc incroyable qui est de pouvoir recruter les gens avec qui tu as envie de travailler. Et de choisir entre guillemets les profils qui te complètent. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et en effet, tu disais, mais c'est un véritable moteur, ça, c'est indéniable. Mais il faut aussi s'écouter. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que à force d'apprendre, à force d'être une machine à faire du bise et à pas se reposer, au bout d'un certain moment, la machine, elle peut péter. Moi, j'ai eu la chance, ça m'est pas arrivé, mais je l'ai vu d'entrepreneurs autour de moi qui, entre guillemets, ça lâche. Et c'est dur à voir. Et je me dis, mais ça peut m'arriver, en fait. Il faut faire gaffe. Et quand on a des proches qui... Alexis, t'as vraiment une sale gueule. Va te reposer parce que là, tu peux même pas aller voir un client. C'est-à-dire que je me souviens, c'était l'hiver 2016, donc juste avant que les premiers salariés arrivent, on me disait non mais là, la première chose qu'a fait la directrice commerciale, elle m'a pris un rendez-vous chez le médecin. C'est pas une blague. Et elle m'a dit non mais là il faut te faire checker, t'es livide Alexis, par rapport aux entretiens qu'on a passés ensemble en septembre, j'ai mis un peu de temps à la recruter, je voulais vraiment être sûr, et elle est arrivée en décembre et le 15 décembre elle m'a dit non, ok, je pense que pour mon premier jour tu peux prendre ton après-midi et aller voir un doc. Et le médecin m'avait dit non mais oui en effet vous êtes fatigué mais il faut mieux manger, il faut faire du sport, il faut faire tout ça, ce qui paraissait complètement juste. Je suis retourné au travail à 18h30 vendredi pour dire bien joué, c'est vrai, t'as raison, je vais faire gaffe et je vais faire plus attention, merci. Et c'est vrai que ça a été le début d'une collaboration extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est un moteur, ça peut être un énorme frein si on s'écoute pas quoi. Ça a été quoi En plus, le cas, il est super parce que tu as à la fois gardé le moteur un peu pété de l'exigence parce que il t'a poursuivi un peu tout le long et puis j'imagine qu'il a encore une place dans ta vie. Ouais. Au présent, moi j'ai le même à la maison, donc bien sûr, pas de souci, on est tous qu'à bosser, c'est pas grave. Ouais. L'important, c'est d'en avoir conscience et de bosser un peu dessus. Et donc t'as à la fois ce truc-là qui est encore là et tu t'es vachement écouté, tu as trouvé une manière de ne pas te torpiller. C'était quoi tes garde-fous? Qu'est-ce qui t'a permis de... Là, effectivement, cette directrice commerciale, on la remercie chaudement, si elle nous écoute, chaleureusement. Donc, c'était quoi qu'est-ce qui t'a permis en fait, de maintenir un peu l'équilibre, mine de rien? Je pense que c'est les gens qui m'entourent. C'est vrai que je peux être perçu comme quelqu'un d'assez exigeant, mais je suis aussi quelqu'un de très à l'écoute. J'en sais rien, ça se dit de dire ça, pour le coup. Mes collaborateurs disaient souvent non mais tu peux pas dire ça. Tu
peux pas dire que tu es bon quelque part. Ça se fait pas. Oui, moi je disais, si je le dis pas, personne ne le dira. Donc fondamentalement, je suis content de vous dire que je suis une rockstar. Et ça les faisait toujours marrer. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir des collaborateurs, des associés qui étaient super attentifs et j'essayais de leur rendre le mieux que possible aussi. Le garde-fou, je pense que c'est les gens qui t'entourent. Ouais, c'est les gens qui t'entourent, il faut leur prêter attention, il faut les écouter, il faut considérer absolument toutes leurs paroles. C'est important de faire son avis aussi, bien sûr. Et de toute façon, je pense que tous les entrepreneurs ont déjà un avis qui est bien trempé. Mais c'est important de garder aussi à l'esprit qu'on n'est pas... Voilà, on a souvent beaucoup d'œillères, surtout dans un projet entrepreneurial. Et c'est intéressant d'écouter autour de soi les gens qui peuvent te donner de bons conseils. Petite digression une nouvelle fois sur ce sujet. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très 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 important parce que, comme on disait, je vais même aller plus loin. Je vais un cran plus loin que ce que j'ai dit avant. Je suis convaincu, ça c'est quelque chose de très personnel, que absolument toutes les personnes de ce monde qui ont fait des grandes choses, les empereurs, les hommes politiques, les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, ceux qui sont allés plus vite, plus loin, plus ce que tu veux, ces gens-là sont complètement cassés. Mais vraiment. C'est-à-dire, et il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire, tu peux les prendre un par un, tu vas chercher les paranoïaques, les gens qui avaient un niveau d'exigence qui était absolument délirant, etc. Ça changerait en fait que c'est des génies. Elon Musk, il est les deux. Il a à la fois un niveau d'intelligence qui est incroyable et il a l'air bien cassé quand même à l'extérieur. Tout ça pour dire que malheureusement, ce fameux moteur cassé, c'est quand même ce qui nous permet de faire les plus grandes choses de ce monde. Et on peut rarement faire sans, en fait. Mais donc, ceci étant, t'es pas obligé d'aller dans le ça ou ça. C'est-à-dire de dire, du coup, si j'écoute pas ce truc-là et si j'y vais pas à fond, je vais faire un truc tout petit qui marchera pas. Non, le sujet, c'est d'arriver à en avoir conscience et de lui donner la juste place en arrivant à avoir aussi la juste place pour le reste. Et ça, les autres, l'entourage professionnel, les salariés, les associés, les mentors, les petits amis, parents, famille, amis, tout ça, c'est des choses qui servent à voir où on est par rapport à une frontière qu'on se donne soi-même. Encore une fois, c'est difficile d'avoir du recul pendant que tu es en train de monter une boîte et de la développer. Mais oui, sur le principe, je suis d'accord. Après, dans la pratique, c'est tellement difficile de sortir d'un projet que tu as monté. Et en plus, je déteste le terme, j'entends souvent ça. Non mais attends, c'était ton bébé. Non mais jamais ce sera mon bébé. Non mais je vais pas rentrer là-dedans. J'ai toujours insisté énormément là-dessus pour que jamais on emploie ce type de comparatif. Cette boîte, c'est une boîte qui est née d'une opportunité de marché, qui est née d'un besoin et qui va se développer le mieux qu'on peut et qui va essayer de faire vivre une ou plusieurs personnes. Qu'est-ce qui te déplaisait vraiment quand on disait ton bébé ? Et le côté que je peux pas lâcher. C'est-à-dire que... Zut, si on dit ça, ça va devenir vrai. Oui, c'est ça, exactement. Il faut vraiment que je puisse le lâcher à un moment ou à un autre. Et je vends pas mon bébé. C'est ça aussi. J'ai créé cette boîte pas parce que c'était mon expertise métier, pas parce que c'était ma passion, la photo. J'avais aucune... Et encore aujourd'hui, j'ai aucune appétence pour la photographie. Je sais pas reconnaître une bonne photo d'une mauvaise photo. Ce que je dis souvent à mes commerciaux qui me disent « Non mais là, est-ce que tu trouves que la photo est bien ?» J'en sais rien. La bonne photo, c'est un client content. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est pragmatique. C'est assez pragmatique, mais parce que c'est super difficile. On parle de l'image de soi en plus. On parle de l'image que souhaitent renvoyer certaines personnes qui sont déjà biaisées de base sur l'image qu'ils pensent renvoyer. Donc, alors en plus, si on leur fait une photographie où ils se voient à l'envers, on part avec beaucoup de bateaux dans les ronds. Donc oui, donc pour moi, c'est vraiment voilà, la bonne photo, c'est un client content. C'est pas mon bébé parce que mon bébé je le vends pas et il était vraiment tout à fait question de vendre cette boîte et de faire autre chose après. Ça c'était indéniable. Alors on va justement se téléporter dans l'histoire à ce moment-là, le moment où on va vendre et on va faire quelque chose d'autre après. Tu disais que c'était déjà écrit, tu le savais.
Pourquoi c'était écrit? C'était quoi ton attente ou ton besoin là-dedans, de ce que c'était une intention de ta part de vendre Portrait 2.0? Ouais. En fait, encore une fois, j'ai créé ce projet avec Marc pour lui à la base, pour l'aider à se lancer dans la photographie, enfin tout du moins sur un marché de la photographie qui était la photographie corporate. Et moi, j'avais qu'une ambition de travailler là-dedans. Très souvent, et d'ailleurs, c'était la chose qu'on m'a répété encore, et les gens font beaucoup d'amalgame aussi encore aujourd'hui. Je fais, non, mais en fait, t'es photographe. Mais non. En revanche, je travaille avec des super photographes. Mais non, je suis pas photographe. Je me suis juste retrouvé dans un truc qui marchait bien. Voilà, exactement. J'ai juste identifié une opportunité de marché, un business sympa, où finalement les gens sont plutôt cool. Et je bosse avec des gens sympas aussi. Enfin voilà, capital sympathie énorme, encore une fois. Et donc la vente en soi était en effet un objectif à plus ou moyen terme. En effet, tu le disais, en début d'année, je me posais des questions déjà depuis un peu plus de temps, depuis 2017. Depuis 2017, je commençais à me poser des questions. Quand est-ce que je fais un exit? Ça va faire 5 ans. Est-ce qu'on va passer la barre des 5 ans? Est-ce que on a quand même on atteint de beaux objectifs, on a des belles marques, on a des beaux clients, on a une belle progression. C'est facile hein, quand on commence de zéro d'avoir une belle progression. Mais on a vraiment une très belle progression. Et fin 2017, je commence à me poser de plus en plus de questions et je commence à moins m'éclater. Dans le sens où il y a un côté un peu chronophage et j'arrive pas à faire certaines choses. J'arrive pas à lever parce que je sais pas lever. Voilà, c'est pas mon truc. Du coup, je demande à quelqu'un de lever pour moi. Ce qui est souvent ce qu'il faut faire en fait. Quand tu sais pas faire, tu demandes à quelqu'un. Tu prends pas l'appareil photo pour faire des photos. Et on se prépare à lever. Et en même temps, j'ai pas très envie de le faire parce que ça marche bien sans lever. Pourquoi est-ce qu'on leverait? D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous leviez? Pour s'exporter. Et accélérer le projet parce que il y a plusieurs acteurs sur le marché de la photographie. On a eu la chance et le défaut d'être les premiers sur le marché de la photographie corporate en tant que service. Encore une fois, quand on a commencé Portrait 2.0, les gens nous disaient littéralement « Mais pourquoi un selfie sur LinkedIn, ça suffit ?» Et on était abasourdis. On se disait « Non mais vous vous rendez pas compte, on parle d'une image professionnelle. » Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, le discours est fait, et maintenant ça semble tellement évident que ça ne sert à rien d'en rajouter. Mais je me disais que j'avais besoin d'accélérer le projet face aux différents acteurs, parce qu'ils commençaient à lever sérieusement. Et c'est vrai que cette pression de la lever autour de moi, s'ils lèvent, ça ne doit pas être si bête de lever. Je vais voir des investisseurs, je vais voir des business angels qui me disent « Ouais, ton business, il est bien. » Enfin, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on refuserait d'intégrer une boîte qui marche bien? Ça marche tout seul. Et en plus, tu nous dis que tu peux peut-être faire gagner un peu d'argent. C'était ce que me disaient les premiers mentors. C'est pourquoi est-ce que je dirais non à quelqu'un qui va me faire gagner de l'argent, Alexis? Ça, c'est le super pouvoir de la levée de fonds qu'on avait déjà vu avec Benoît Wojtenka de Bonne Gueule, qui est essayer de lever à un moment où vous n'avez pas besoin de lever. Ouais. Ça se passe beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup plus. Ah, mais c'est clair. Il n'y avait pas de besoin, entre guillemets. Et alors, c'est marrant, moi, c'était quelqu'un que j'avais rencontré, enfin pas personnellement, mais j'avais écouté une conférence, c'était le fondateur de Creads, et qui avait dit exactement la même chose. Et qui a dit non mais on nous a approché plusieurs fois pour lever, et en fait c'était tellement génial parce que tu pouvais leur dire bah non, pas envie. Et bon, alors moi c'était différent parce que je suis quand même allé les voir, et c'était des personnes qui suivaient le projet depuis le début. Et en fait ça les amusait de mettre un ticket finalement dans cette boîte, tout simplement. Mais on était mis dans le premier trimestre de 2018. Les résultats de 2017 sont très bons, mais il y a un truc qui cloche. Il y a des sujets en production, il y a des questions. Je me pose des questions d'un point de vue de la scalabilité du projet, du business model. Plus de pression aussi, parce que je me dis, je vais quand même faire rentrer. Ces gens, ils comptent sur moi, en fait. Ils vont mettre de l'argent dans une boîte, dans mon projet. Est-ce que je vais être capable de pouvoir, entre guillemets, recevoir ces avis? Bon, clairement, je les recevais déjà gratuitement. Donc, fondamentalement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors qu'au fond, je m'amuse un peu moins qu'avant.
Et en plus, je m'amuse beaucoup moins qu'avant. Ouais. Avec une petite voix. Ouais, non, c'est vrai, absolument. Ouais. Et pourquoi est-ce que est-ce que j'ai envie de continuer aussi Du coup, de fil en aiguille, on arrive au point où je me rapproche de concurrents indirects pour finalement sortir, finalement Portrait 2.0, revendre Portrait 2.0, faire en sorte qu'il y ait un changement de cap. Et je rencontre plusieurs acteurs. Je m'entends très très bien avec Oushot, qui est un acteur qui est très différent, parce que sur la photographie de commande, c'est là où ils font des photos à 100 000 euros, nous on en faisait à 10 000 euros, donc c'est tellement différent, pas du tout le même métier. Et en même temps ils disent c'est pas mal Portrait 2.0, c'est une chouette boîte, pourquoi pas ouvrir une verticale corporate dédiée, et ça s'inscrivait finalement dans la stratégie de différenciation qui arrivait à leur histoire. Donc ça s'est fait. Très bien, il y a eu un peu de pression naturellement. Ce que j'allais dire, là on voit les bases de l'acte suivant dans l'histoire, c'est-à-dire les deux sont en mode why not. Ouais, voilà. Toi tu dis why not, on peut se faire racheter, why not, on peut ouvrir une verticale, et là ça fait une négociation qui est pas simple du coup. Non, c'était pas facile du tout. C'était long, c'était vraiment long. Et moi un peu pressé parce que je sens que je commence à demander beaucoup aux équipes. Les équipes s'essoufflent aussi un petit peu. J'ai toujours ces sujets en production où j'avais eu 2 abandons de poste, c'est quand même énorme. Ça me remet beaucoup en question. Je me pose vraiment beaucoup de questions là-dessus. Même si je peux continuer à assurer une production très correcte, c'est pas la même chose. Du coup, je pèse vraiment les pour et les contre, et au final, on a accéléré finalement cette vente en procédant à une liquidation de la boîte. Alors ça, c'est le côté mais pourquoi ? Mais il n'a pas vendu en fait, il a liquidé. Mais en fait, j'avais déjà rencontré les différents acteurs, et pour accélérer les choses et améliorer le processus et faire en sorte que l'activité continue toujours et qu'elle soit tout aussi compétente, nous avons revendu de cette manière-là. Et c'est Oushot qui s'est présenté, qui a repris l'activité de Portrait 2.0 admirablement, en m'intégrant dans leurs équipes, où j'ai recréé d'une certaine manière un peu Portrait 2.0 chez Oushot, pour faire une transition parfaite pour que les clients ne s'en rendent même absolument pas compte, si ce n'est un changement de RIB. C'est important, il faut quand même être payé. Mais c'est vrai que ça s'est fait comme ça. C'était vraiment très, très intéressant de procéder comme ça. Parce que c'est vrai qu'on a liquidé cette boîte. On est allé au tribunal de commerce, on a fait toutes les démarches pour faire ça. C'est public d'ailleurs. Et on est allé voir finalement au tribunal, et les gens nous disaient mais vous êtes sûr? Je dis, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que ça va très bien en fait. Oui, ça va mais oui, bien sûr, ça va très très bien. Et heureusement que ça va très bien, parce que justement, ça va très bien se passer après. Mais ça pourrait moins bien se passer. Ça se passe très bien sur le papier, mais en pratique, ça se passe pas très bien. Il faut reconnaître que rejoindre un concurrent va clairement faire la différence dans notre stratégie de développement. Et rejoindre un concurrent qui est présent dans 50 pays va beaucoup aider. Parce que nous, on était très parisiens. Très parisiens, un peu bruxellois de temps en temps, mais très, très parisiens. On se déplace en province aussi un petit peu, mais c'est vraiment très, très parisien à 80%. Et rejoindre une entreprise qui est présente dans 50 pays, ça fait complètement la différence. Et donc, c'est vrai que cette opportunité se présentant, cet ADN commun sur la qualité et le fait de faire un travail bien fait, d'attacher de l'importance au service client et au service tout simplement, ont clairement fait la diff. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est pas simple. Et le fait de passer par la liquidation a considérablement accéléré les choses, parce que tu as une timeline. C'est-à-dire que quand tu liquides... tu t'es mis en mode eBay, quoi. Il y a Exactement. Une fin de vente. Il y a une fin de vente, et c'est une vente qui se fait à la barre. C'est un rachat qui se fait à la barre. C'est le prix que vous déciderez. Et que le meilleur gagne. Et surtout, zéro négociation. Tu n'as pas le droit d'aller dire « Ah, attends, un tel, il a mis tant. »
Surtout pas, c'est complètement interdit d'ailleurs. Donc c'est vraiment, quelqu'un pouvait racheter la boîte 1 euro. Heureusement, c'est pas le cas. Mais dans les faits, tu t'exposes à ce risque. Donc c'est vraiment un coup de poker. Et encore une fois, où les clients étaient vraiment au centre de mes préoccupations et les salariés aussi. Parce que beaucoup de salariés ont été excusés. Finalement, dans le cadre d'une liquidation, on excuse les salariés. Au choix ou non du repreneur de reprendre les effectifs. En l'occurrence, il ne l'a pas fait. Ce qui n'était pas un sujet parce qu'on s'était déployé pour que les salariés trouvent d'autres opportunités. On les a accompagnés aussi dans ce processus et ce changement. Quelque chose auquel je tenais vraiment, vraiment beaucoup parce que je n'avais pas licencié des salariés avec qui je m'entendais aussi bien et que j'avais choisi en plus, dont je me sentais et je me sens toujours extrêmement responsable. Il y en a un qui a repris ses études, je l'appelle tous les mois. Et c'est vrai que c'était vraiment particulier cette phase-là. Mais qu'est-ce que c'était enrichissant parce que tu passes par des phases où tu te retrouves devant trois magistrats qui te regardent et qui disent mais vous êtes sûr de vouloir liquider? Et quand tu rencontres les gens, tu leur dis attention, je vais liquider la boîte. Et non mais tu ferais jamais une chose pareille, tu vas perdre. Non. Regardez-moi, watch me. Et ils en revenaient pas. Je leur ai dit voilà, mail avec la mandataire judiciaire qui suivait le dossier. Nous sommes en liquidation. Faites vos offres. La mandataire est en copie, je vous laisse partager avec elle. Et ça s'est fait en un mois. On a eu l'offre de Whoshot qui a été retenue. Et depuis, reprise, transfert des actifs à cette nouvelle start-up pour que l'histoire de Portrait 2.0 continue, parce que c'est quand même la référence en matière de photographie corporate à Paris. En France, on reçoit des briefs des plus grandes entreprises qui s'appellent Portrait 2.0. C'est génial, quoi. Et ça continue. Et c'est vrai que c'est une grande satisfaction de se dire que ça va continuer, que la boîte continue, que les collaborateurs qui ont partagé, qui ont participé à cette expérience en sortent grandis aussi. Et qu'au final, je ne suis plus, ou plus, le goulot d'étranglement de cette boîte, parce que finalement, à un moment ou à un autre, une fois que la transition sera faite... une méthode de cheval pour le faire, mais ça a marché. Clairement, j'y suis allé un peu dur, mais encore une fois, j'avais beaucoup de chance d'avoir les mentors que j'avais, qui m'ont accompagné, qui m'ont dit attention, t'es sûr? Je fais non, mais j'ai fait ma matrice, j'ai pesé les pour et les contre, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et de toute façon, je vais vous le dire, la question ne se pose même pas, c'est fait. C'est bon. Et voilà. Je demande juste sur le comment maintenant. Et absolument. Et certains ont trouvé l'idée. J'ai eu tous les avis. J'ai eu les avis, c'est une connerie. J'ai eu les avis, tu peux faire d'autres choses. Mais en réalité, c'est con, mais il y a l'envie aussi. Et on en vient toujours à ça. C'est hyper important ce que tu dis, parce que ce que je vois là de l'extérieur. Alors bon, c'est toujours pareil, c'est beaucoup plus facile de juger l'histoire quand elle est terminée que quand tu es en plein dedans, quand on ne sait pas comment ça va continuer, mais il y a quand même un peu de... Vous avez clôturé ensemble un épisode de l'histoire de Portrait 2.0, quand je dis ensemble, c'est avec tes collaborateurs, parce qu'il y avait des niveaux d'envie qui étaient différents, parce qu'il y avait un moment donné où... parce que 5 ans, mine de rien, pour ceux qui essayent de se reposer la question de ce que ça veut dire que 5 ans, c'est toutes vos études. Tous ceux qui ont fait Bac plus 5. De premier jour où vous êtes arrivé au moment où vous êtes parti. C'est long, Ouais, c'est du bout, avec les vacances au milieu, tout le bordel, etc. Donc, en vrai, c'est long. Et là, le fait de dire, attends, moi j'ai envie de autre chose. Donc, on va le faire de la bonne manière en parlant avec les collaborateurs. C'est très, très, très courageux et c'est sain parce que, mine de rien, dans le milieu entrepreneurial, ne faut jamais l'oublier, il y a beaucoup, beaucoup de pression à un modèle qui est unique, qui est le modèle du très gros, très loin, très vite, parce que c'est comme ça que c'est fait aussi, quoi. Ouais, après, il y a beaucoup de projets dont on parle pas non plus, et c'est vrai que dans la majeure partie, oui, on parle des très grands qui lèvent beaucoup, qui se développent très rapidement. Non, c'était absolument pas notre cas, mais c'est vrai que à notre modeste et toute petite taille, on a quand même fait beaucoup de bien avec cette boîte, donc c'est quand même chouette. Et je suis content de voir que ça va encore une fois continuer avec Whoshot, mais c'est vrai que on vivait quasiment tous ensemble, tu sais, avec les collaborateurs. Donc c'est vrai que tu vis avec tes collaborateurs, c'est là avec qui tu passes le plus de temps. Donc c'est vrai que j'ai toujours joué
La transparence. C'est bizarre parce que c'est vrai que c'est un mot qui peut parfois sonner faux. Mais je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est tout à fait vrai. On était vraiment à l'horizontale avec tous les collabs. Et même le stagiaire qui venait d'arriver avait une voix. Donc c'est vrai que on faisait des rapports d'étonnement à chaque stagiaire au bout d'un mois. Et en se disant que dans son rapport, il y a une idée qu'on va retenir. Et on l'appliquera tous. C'est peut-être une connerie. Mais tous ensemble, on va choisir une idée de ton rapport d'étonnement et on va l'appliquer. Je peux dire qu'il y avait une sacrée pression sur le rapport d'étonnement. C'est bon pour l'engagement aussi, du coup. Et c'était génial. C'était génial parce que le stagiaire qui est là pour apprendre va ramener une idée qui va essayer de développer, sur laquelle il va partager finalement sa vision. Et c'était vraiment chouette, cette partie-là. Ce partage de vision perpétuel, finalement, de tous les collabs, ouais, absolument. Bon. C'est vrai. Alexis, merci pour cette discussion. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. On arrive à la fin de l'interview. Sur les questions de fin d'interview, je vais essayer quelque chose d'un peu différent, mais bon, je t'en ai parlé un petit peu avant. Comme tu disais, en plus, ton cas et l'histoire que tu racontes est parfaite parce que moi j'ai un biais, c'est que je pense qu'un entrepreneur n'est pas obligé d'être un super-héros type Iron Man qui fait que des trucs monstrueux. On peut être un héros et c'est très bien. Et un Jedi, un Luke Skywalker qui essaye de découvrir le Jedi qui est en lui. Mais ce Jedi-là, c'est pour ceux qui se souviennent de Star Wars, à un moment donné, il se retrouve paumé sur sa planète marécageuse avec Yoda, qui lui demande d'aller voir dans la grotte qu'est-ce qu'il va y trouver pour se dépasser lui-même. Et donc la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est il y a quoi dans ta grotte ? Il y a quoi dans ma grotte ? Ah là là. S'il n'y avait qu'une seule chose. Bon, la principale, le Dark Vador local. Le Dark Vador local, je pense que c'est moi. Hein. Tu sais, c'est con, mais c'est. Tu le disais très bien tout à l'heure. C'est le premier goulot d'étranglement de cette boîte, c'était moi. Et c'est vrai que j'ai été le premier frein de cette boîte. Le fait d'en avoir conscience et de l'avoir découvert dans la grotte m'a permis de prendre un peu plus de recul par rapport aux choses et faire en sorte que ça aille mieux. Mais et c'est pour ça, c'est marrant d'ailleurs, je viens de faire le rapprochement, mais j'avais pas fait gaffe. Mais chez nous, ça je te l'avais déjà dit, mais chez nous on avait une répartition des tâches en fonction du master, du Jedi et du Padawan. Et en fait, chaque Padawan apprenait de son Jedi et chaque Jedi apprenait de son master. Et c'était terrifiant de voir qu'une fois qu'on a fait cette répartition des tâches, on avait fait un jeu où tout le monde votait, tout le monde désignait les tâches qu'il faisait, et après on répartissait, on avait des tableaux croisés dynamiques, j'adore ça, permettant finalement de voir où est-ce qu'on en était par chaque personne. Et passionnant de voir que le master dans toutes les tâches, c'était moi. Et alors ça, c'est vraiment pas bien. Et c'est vrai parce que c'est pas vrai. Et déjà, en plus, c'est très pas probablement. C'est pas vrai. En plus, tu as tout à fait raison, c'était pas vrai. Et ça a été un véritable travail de me retirer, que les Jedi passent master, que moi, finalement, je trouve d'autres masters qui puissent remplacer finalement ces tâches, et qu'à la fin, je sois plus nulle part. En fait, voilà. Si tu m'autorises à terminer là-dessus, au final, dans ta grotte, pour te découvrir le vrai Jedi que tu es, il faut que tu tues le master que tu n'es pas forcément. Ouais, c'est très bien dit. Je suis très très content de cette conclusion. C'est vachement bien. Bon, où est-ce qu'on envoie les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de te parler, de te suivre, de te rencontrer ? Je suis sur LinkedIn. Je suis assez réactif. Sur LinkedIn, j'ai un profil Alexis Caradet. Non, je suis assez joignable. Après, on a notre site internet, évidemment, portrait2.0.com. Si vous avez besoin en photo, c'est toujours apprécié. Il y a... oui, suivez nos aventures sur les réseaux sociaux, suivez les aventures d'Oushot, parce qu'il y a plein de choses qui se passent avec Oushot aussi maintenant. C'est pas uniquement Portrait 2.0, il y a aussi d'autres verticales. C'est ce qui fait aussi maintenant la force du projet, c'est de pouvoir proposer des choses complètement différentes, à la fois du portrait, du e-commerce, de la mode, de la créa. Et après, surtout, Portrait 2.0. Ouais. Bon, merci Alexis. Merci. À la prochaine. À la toute.
merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.